Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui directement sur le simulateur pour continuer nos petites investigations sur les commandes externes, type interrupteur et bouton. Dans la précédente vidéo, on avait vu comment mettre en œuvre un bouton poussoir. On avait vu l'intérêt des résistances de tirage qui permettent de définir à chaque instant le potentiel sur la broche qu'on utilise en entrée. Alors ce potentiel pour les broches numériques, ça va être 0 ou 5 volts. Et puis pour les broches analogiques, ça va être n'importe quoi, entre 0 et 5 volts. Mais c'est très important de le définir, quelle que soit la position du bouton. Parce que sinon, ce sont les perturbations électriques autour de la carte Arduino qui vont s'en charger pour vous. Et du coup, l'état logique va varier aléatoirement et votre programme ne va pas fonctionner. Donc ces résistances de rappel, très importantes, qui sont en partie intégrées directement dans la carte et qui vont permettre d'éviter des courts-circuits qui pourraient être désastreux pour la carte Arduino. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a fait la dernière fois. En toute fin de vidéo, on était resté sur un problème, sur un paradoxe. Alors quel était ce problème? Je le récapitule rapidement. Comment fonctionnait notre programme? Donc ici dans l'éditeur de code, nous avons la fonction loop qui fait tout le travail. Et puis régulièrement, on va venir lire l'état logique de notre broche sur laquelle on a connecté le bouton poussoir. Et en fonction de cet état logique, eh bien, on va soit allumer la diode, soit l'éteindre. Donc cette technique, c'est ce qu'on appelle le polling en informatique et en anglais. On vient régulièrement sonder, scruter, lire l'état du périphérique extérieur qui nous intéresse. Alors, la difficulté, eh bien, c'est que je vous avais montré que ça ne marche pas vraiment bien. Si j'appuie sur le bouton, ça ne réagit pas exactement comme je le voudrais. Alors, pourquoi? Eh bien, dans l'éditeur de code, revenons si j'arrive à éteindre ici. Voilà, dans l'éditeur de code, eh bien, vous voyez qu'ici, on a rajouté cette fonction delay assez longue de 3 secondes, alors qui correspond dans un vrai programme plus évolué, eh bien tout simplement ça pourrait être des calculs mathématiques qui prennent un certain temps, comme des calculs statistiques sur plusieurs tableaux, ou tout simplement ça peut être le temps qu'un moteur se positionne à l'endroit voulu, ça peut prendre un petit peu de temps aussi. Alors pour résumer tout ça, on met un delay qui représente toutes les tâches que peuvent être en train de faire le programme, même je peux empirer, je peux mettre même jusqu'à 5 secondes ici. Alors la difficulté, où est le paradoxe? Eh bien c'est que l'utilisateur lui peut à n'importe quel moment sans raison venir appuyer sur le bouton. C'est ce qu'on appelle un événement extérieur imprévisible. Le microcontrôleur lui n'a aucun moyen de prédire, d'anticiper à quel moment vous allez appuyer sur le bouton. Cependant, dès que vous avez appuyé, on veut que le microcontrôleur réagisse instantanément, quasiment en temps réel. Alors le problème, eh bien, c'est que le fonctionnement d'un programme sous Arduino, en tout cas, c'est un peu pareil en informatique sur les ordinateurs, c'est que l'exécution des tâches est séquentielle. On réalise ces instructions dans l'ordre dans lequel elles sont écrites. Et donc il faut appuyer exactement à ce moment-là si on veut que notre interaction sur le bouton soit prise en compte. Le problème ici, c'est que la majeure partie du temps, notre programme est ici dans ce delay et vous pouvez appuyer tant que vous voulez, ce n'est pas pris en compte. Il faut appuyer exactement à ce moment-là. Donc voilà le paradoxe dans lequel on est plongé. Alors bien sûr, il y a une solution, sinon j'en parlerai pas, un mécanisme qui en fait va permettre d'interrompre le fonctionnement normal du programme pour traiter cette interruption extérieure imprévisible. Donc c'est un mécanisme, une solution qui remonte quasiment au début de l'informatique, puisque le clavier de l'ordinateur sur lequel vous travaillez, c'est le même problème. Le processeur, le système d'exploitation, n'a aucun moyen de savoir à quel moment vous allez appuyer sur une des touches du clavier, mais il faut un mécanisme pour interrompre le programme et
traiter cet événement extérieur. Ce mécanisme, c'est ce qu'on appelle les interruptions et c'est ce qu'on va voir tout de suite ensemble. Alors, première bonne nouvelle en Arduino, les interruptions sont relativement faciles à mettre en œuvre sur les cartes Arduino. En fait, presque tout le travail est fait par des fonctions qu'on vous propose et qui vont configurer le microcontrôleur pour traiter les interruptions. Ça serait beaucoup plus dur à faire à la main, il faudrait réarmer manuellement les interruptions une fois qu'elles se sont déclenchées, mais ici, tout est fait automatiquement pour vous. Par contre, deuxième mauvaise nouvelle, c'est que les interruptions ne sont pas disponibles pour toutes les broches. En fait, sur une carte Arduino Uno, vous ne pouvez utiliser des interruptions extérieures que sur les broches 2 et 3. Ce qui fait que ici, notre projet ne peut pas fonctionner. Donc, on va régler ça tout de suite. Je vais enlever ce fil ici, et puis je vais en tirer un nouveau pour venir sur la broche 2. Et dans l'éditeur de code, je viens ici et à la place de 7, je vais mettre 2, qui fait que, maintenant, le fait d'avoir défini en variable globale, une fois de plus, fait que tout automatiquement est transposé pour l'interruption, la broche numéro 2. Voilà. Alors, comment mettre en œuvre les interruptions sur Arduino? Alors, première chose, ici, dans le setup, on va venir appeler une nouvelle fonction qu'on va créer juste après. Donc, initialisation des interruptions. Hop, ici, comme ça. Voilà. Et puis, on va venir tout en bas la créer. Donc pareil, c'est de la configuration, j'attends pas vraiment de valeur en retour ou de valeur en entrée. Donc on va la créer comme ceci. Voilà. Alors, une fois pour créer, gérer ces interruptions, on va devoir utiliser cette fonction ici. Voilà, donc cette fonction attachInterrupt qui a cette syntaxe qu'on va décortiquer. Alors bien sûr, une fois de plus, on utilise une fonction parce que si on voulait utiliser la deuxième broche, donc la broche 3 en interruption, il suffirait de mettre les deux appels à attachInterrupt dans cette fonction ici, mais là on va pas le faire. Alors voyons ensemble comment utiliser cette fonction qui va se charger de tout configurer pour vous. Donc cette fonction, elle prend 3 arguments en entrée. Le premier, donc en fait, on va appeler une autre fonction qui s'appelle digitalPinToInterrupt et qui prend en argument tout simplement la broche sur laquelle vous avez branché votre bouton sur laquelle vous voulez utiliser l'interruption. Donc tout simplement, vous en servez comme ça. Peu importe un petit peu ce que fait cette fonction, tout simplement, elle va prendre un numéro de broche et le transformer en numéro d'interruption. Ici, il y a une différence entre le numéro de la broche et le numéro de l'interruption, et c'est cette fonction qui fait la conversion. En deuxième argument, ici, vous avez marqué blink, mais en fait, c'est ici qu'on va définir l'ISR qui va être utilisé. Alors, l'ISR, en fait, c'est une fonction spéciale, c'est le service qui va gérer le service de l'interruption. C'est une fonction qui est appelée lorsque l'interruption se déclenche. Alors ici, on ne va pas mettre blink, on va mettre bascule par exemple. Alors cet ISR, c'est une fonction spéciale qui ne doit jamais prendre d'argument en retour et d'argument en entrée. Donc, elle doit absolument être de type void et ne prendre aucun argument ici. Et on verra que, à chaque fois que l'interruption se déclenche, c'est les éléments, c'est tout simplement cette fonction qui va être appelée. Et ici, il va falloir être très rapide, faire le minimum d'instructions. Vous ne pouvez pas partir sur un programme complètement grand et énorme qui fait beaucoup de tâches. Le traitement de cette fonction doit être le plus rapide possible.
Alors, il y a quelques restrictions. Par exemple, ici, vous ne pouvez pas utiliser l'instruction delay. Il faut imaginer que cette fonction, c'est un petit peu un arrêt dans le temps. On sort du cours normal d'exécution du programme, donc le temps c'est un petit peu figé. Donc vous ne pouvez pas utiliser delay, c'est très dangereux d'utiliser des instructions de temporisation, parce qu'elles-mêmes utilisent des interruptions. Et justement, on est dans une interruption, ça pose des petits problèmes. Donc il faut aller le plus vite possible. Mais on reviendra tout à l'heure sur ces ISR, en quoi elles consistent. Et puis, dernier argument, vous avez ici ce mot-clé change. En fait, c'est ici qu'on va définir quel est le critère de déclenchement de l'interruption. Alors, il y en a plusieurs, on va voir ça ensemble sur un petit schéma. Donc ici, je vous ai fait un petit graphique. Alors, on voit dans le temps la tension qui est appliquée sur la broche en entrée, ici la broche 2. Donc on utilise notre mécanisme de tirage par le bas. Donc en temps normal, la broche est à 5 volts. Et lorsque j'appuie sur le bouton, je vais faire tomber la tension à 0 volts. Et lorsque je relâche le bouton, la tension va revenir à 5 volts. Donc les mots-clés que l'on peut utiliser dans les interruptions, il y en a 4 en Arduino, il y en a un 5e qui va servir sur certaines cartes en particulier, je ne vais pas en parler. Donc nous avons low, change, rising et falling. Donc en français, bas, au changement, en montée et en descente. Alors à quoi ça correspond? Eh bien, par exemple, rising, en fait, on va détecter ce qu'on appelle le front montant, c'est-à-dire lorsqu'on passe de 0 volts à 5 volts. Lorsque cet événement se produit, eh bien, on va déclencher l'instruction lorsque la tension passe de 0 à 5 volts. Au contraire, nous avons le mot-clé falling, donc le front descendant. On va déclencher l'interruption lorsque la tension passe de 5 volts à 0 volts, et uniquement dans ce sens. Nous avons le mot-clé low, donc bas. Peu importe ce que vous faites, tant que si la broche est à l'état bas, eh bien on déclenche une interruption. Et puis enfin, au changement, vous l'aurez compris, c'est à chaque fois qu'on passe soit de 5 volts à 0 volts ou de 0 volts à 5 volts, à chaque fois qu'on change de tension, eh bien ça va déclencher une interruption. Donc attention ici, dans le cas d'un bouton poussoir, on va déclencher 2 fois l'interruption, puisque on va changer une fois ici, et lorsqu'on va relâcher le bouton, on va à nouveau changer. Donc ici, vous voyez, on va déclencher une deuxième fois l'interruption. Des fois c'est ce qu'on veut, puis des fois c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc à vous d'utiliser à bon escient les mots-clés qui vous sont donnés. Donc revenons sur notre code. Ici donc on va pas utiliser change, on va par exemple utiliser rising, ce qui on va normalement le mettre en majuscule. Rising qui va nous permettre de savoir à quel moment on a appuyé sur le bouton. Voilà, donc ici on est prêt à utiliser notre interruption. Il nous reste maintenant à définir notre ISR, notre fonction bascule. Alors, ce qui est intéressant, très intéressant à comprendre ici, c'est que l'interruption, je l'ai déjà dit, va nous faire sortir du fonctionnement standard séquentiel du programme. Et ce, peu importe où se trouve le curseur, on va dire, virtuel d'exécution du programme. Dès qu'on va déclencher l'interruption, on va basculer dans cette fonction bascule. Et l'Arduino, c'est un système, on va dire, monotâche. On ne peut faire que le programme donc, qui est entré ici, sauf les interruptions. C'est le seul élément de travail en parallèle qui existe sur la carte Arduino. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire dans cette fonction bascule? On veut, on va vouloir changer
l'état de notre diode, hein, tout simplement. Alors, comment on va faire ça? On va se créer d'abord une variable, donc type booléenne, qui va s'appeler bascule, comme ça. Alors peut-être que ici on va mettre plutôt basculer, voilà, on va mettre un verbe d'action pour notre fonction. Basculer ici, qui au début, eh bien, peu importe, on va mettre va être égal comme ça, va être initialisé à faux, pourquoi pas. Et l'idée, eh bien, c'est qu'à chaque fois que l'on va appuyer sur le bouton, on va changer la valeur de bascule. Alors à ce moment-là, je refais ma petite logique ici. Donc si bascule est vrai, à ce moment-là, hop, ici comme ça, eh bien je vais vouloir appeler ma fonction allumée. Donc dans l'ISR en Arduino, on peut appeler d'autres fonctions, ça pose pas de problème. Et puis ici, sinon, si basculer est faux, eh bien je vais vouloir éteindre ma diode. Donc ce qui nous manque ici tout simplement, eh bien c'est de changer à chaque fois qu'on appuie sur le bouton la logique de bascule. Ici, et pour ceci, on va utiliser cette syntaxe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce qu'on a écrit ici? Ouais. Alors, on a utilisé ici un point d'exclamation, donc l'opérateur NOT, qu'on a déjà vu dans la vidéo sur la logique booléenne, qui va tout simplement inverser, quel que soit ce qu'il y a dans bascule, on va prendre l'opposé. Si bascule est vrai, NOT bascule, c'est quelque chose de faux, et faux, on va le stocker dans bascule. Donc si bascule est vrai, maintenant bascule est faux, et inversement, si bascule était vrai, NOT vrai donne faux, donc on va stocker faux dans bascule. On va tout simplement inverser notre logique, et ce à chaque fois qu'on appuie sur un bouton. Alors on n'a pas besoin de vérifier qu'on appuie sur le bouton, puisque la seule façon d'entrer dans cette ISR, dans cette fonction, eh bien, c'est d'appuyer sur un bouton. Donc on n'a pas besoin de le vérifier. Donc si bascule était vrai, eh bien maintenant bascule est faux, donc on va éteindre la diode. Et la prochaine fois qu'on va appuyer sur le bouton, bascule était faux, donc bascule va devenir vrai, et cette fois-ci on va allumer la diode. Ouais. Alors dit comme ça, ça paraît simple. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien ici, tout ça, dans la fonction loop, tout ça ne nous sert plus à rien. Tout ça est géré par les interruptions. Donc, a priori, on pourrait les enlever sans problème et garder le delay, ce qui fait que eh bien, le programme va être constamment bloqué dans un delay, ne va rien pouvoir faire. Il fait autre chose, il est coincé dans le delay, il attend, et comme dans le loop on ne fait que ça, eh bien, notre programme ne fait rien. Et pourtant vous allez voir que normalement, si j'ai tout écrit correctement, on va quand même pouvoir utiliser notre bouton. Alors attention, c'est parti, allons-y, on appuie sur simulation, et go. Donc là, notre diode est allumée, et j'appuie dessus. Et donc vous voyez que ça marche. Tout ça est géré en parallèle, l'interruption est gérée en parallèle du programme principal de notre, de notre code, tout simplement. Donc je vous le remonte, le programme est... Alors j'arrive pas à stopper ma simulation ici, j'ai petit problème avec ma souris. Voilà, donc le programme, lui, est constamment dans le delay. Et vous voyez, le programme ne fait rien pendant ici 5 secondes, mais comme ça se répète, le programme ne fait jamais rien. Pourtant, le traitement du bouton est réalisé. Alors, petite chose très importante,
Ici, on utilise une variable globale qui s'appelle bascule. Alors, le programme ici a été sympa, le simulateur a été sympa, il a laissé le programme fonctionner. La petite subtilité, lorsque vous utilisez des variables globales dans une interruption, vraiment c'est un cadre parallèle au programme principal pour être sûr que la variable globale soit transmise correctement à l'ISR, à l'interruption. Il faut placer devant la déclaration de notre variable globale le mot-clé volatile. Et là, vous êtes sûr que cette variable est partagée entre le programme principal et l'interruption. Ouais. Alors, pour s'en convaincre, on va peut-être ici, dans la fonction ISR basculer, on va par exemple rajouter. Alors on peut essayer, je ne suis pas sûr que ça marche parce que le moniteur série utilise une forme de temporisation pour transmettre les données à un certain rythme à l'ordinateur, et je vous ai dit que c'est pas bon d'utiliser du temps dans l'ISR. Alors on va essayer, peut-être que ça va marcher dans le simulateur. Hop, donc moniteur série, ici c'est parti, on lance la simulation. Alors, ouais. Vous voyez, on déclenche interruption tout de suite. Alors d'où ça vient ce problème d'interruption? Eh bien c'est sans doute dû au fait que le temps que les tensions s'établissent sur notre broche 2, on va déclencher une première interruption. Donc c'est pour ça que normalement la diode devrait être éteinte lorsqu'on démarre le programme, mais une interruption se déclenche tout de suite, ce qui fait que c'est pour ça qu'elle est allumée, que je dois appuyer pour l'éteindre. Alors c'est peut-être dû au front, au mot-clé de détection du programme qu'on utilise. Alors ici de l'interruption, on va revenir ici dans l'éditeur de code. Hop, ici. Alors, est-ce que ça va s'afficher? Ouais. Donc, vous voyez, à chaque fois que j'appuie sur le bouton, on a interruption qui s'affiche. Et uniquement quand j'appuie sur le bouton et je déclenche une interruption. Mais normalement je suis pas sûr, ça sera vérifié que ça fonctionne correctement sur une vraie carte Arduino. Ici le simulateur me laisse faire. Alors on va pouvoir changer ici Rising, par exemple on va passer à Falling. Et vous voyez donc ça fonctionne mieux. Maintenant, dès que j'appuie, vous voyez ici, ça réagit beaucoup mieux. Voilà, donc après le mot-clé, ça dépend de votre configuration, de ce que vous faites. Alors, on va essayer de change pour voir. Et normalement, si tout fonctionne bien, vous allez voir que donc la diode est allumée. Tant que je vais garder le bouton appuyé, la diode reste éteinte, et dès que je vais lâcher, elle va se rallumer. Parce que ici, on change une première fois l'état de bascule, donc la diode s'éteint, et lorsque je relâche, je change à nouveau l'état logique, donc bascule rechange à nouveau, et on revient dans la configuration initiale. Donc bien sûr, il n'y a pas de bons mots-clés, ça dépend de ce que vous voulez faire, et à vous de choisir en fonction de ce que vous voulez faire. Donc, je récapitule un petit peu ce qu'on a dit sur les interruptions. Donc, facile à mettre en œuvre sur Arduino parce que finalement, il n'y a que cette fonction-là à correctement écrire et à configurer. Donc ici, le numéro de la broche que vous voulez utiliser. Attention, sur certaines cartes Arduino, les interruptions sont limitées.
Donc ici, un petit tableau pour résumer, donner l'indication des broches qui sont disponibles pour les interruptions. Alors vous voyez que les petites type Uno, il n'y a que 2 broches disponibles. C'est un peu mieux pour les mégas, vous en avez 6 de disponibles. Et puis après, bon, en fonction des cartes, alors vous voyez ici les cartes un peu plus évoluées, plus puissantes, la Douai, la 101. Là, vous avez les interruptions qui sont disponibles pour toutes les broches. Alors, c'est important parce qu'en fonction du projet que vous avez, eh bien, il va falloir tenir compte très rapidement des interruptions, du nombre d'interruptions disponibles. N'imaginez pas pour les petites standards Uno ou Mega, carrément recréer un clavier d'ordinateur. Ça va pas être possible puisque vous voyez que vous n'aurez jamais assez de touches disponibles. Donc là, revenons sur notre éditeur de code. Donc on a parlé de la facilité d'utilisation des interruptions. Ici, vous définissez l'ISR, donc la fonction en parallèle qui va être exécutée au moment où vous déclenchez votre interruption. L'événement déclencheur est défini ici par le mot-clé. Et puis ici, donc cette fonction, évitez d'utiliser des fonctions qui utilisent le temps dans l'ISR. Essayez de faire le traitement le plus rapide possible. Vraiment, ne partez pas dans des calculs de moyenne, de stats, de tout ça. Non, c'est pas l'endroit. L'idée, c'est vraiment répondre très rapidement à un événement extérieur imprévisible. Et voilà, je crois que oui, ici, n'oubliez pas pour les variables globales d'utiliser le mot-clé volatile. Voilà ce que je peux dire pour les interruptions. Si tout de même, il y a une deuxième fonction qui peut être utilisée, c'est detach interrupt, qui au contraire, elle, va stopper l'utilisation des interruptions. Ici, donc, vous allez mettre la broche sur laquelle vous avez placé votre bouton, et donc cette instruction va désactiver l'interruption sur la broche, donc ici inter. Voilà. Alors, je vous le présente, ça c'est à vous de voir à quel moment ça peut vous servir dans votre programme. On peut dire que, par exemple, je ne sais pas, vous avez plusieurs boutons et le fait d'utiliser un bouton va désactiver les autres. Et le plus simple, c'est de désactiver les interruptions. Comme ça, vous n'allez plus déclencher d'interruption. Et ici, hop, cette fonction donc, qui active l'interruption est celle-ci qui désactive les interruptions. Donc vraiment, je pense que le concept est simple à comprendre, en tout cas en Arduino. Alors, dernier problème concernant les boutons poussoirs, oui, il y a encore un problème. Une fois de plus, un problème assez subtil qui fait que votre projet ne va pas toujours répondre exactement comme vous le voulez. À notre échelle, un bouton, c'est quelque chose de tout petit et on s'imagine que lorsqu'on appuie dessus, le contact est franc, est parfait et donc que notre programme va réagir parfaitement. En fait, pas tout à fait, il y a un problème qui existe qui s'appelle les rebonds. Alors pour expliquer les rebonds, je vous ai préparé un petit schéma en 3D. Voilà. Alors oui, c'est très moche, j'ai pas eu le temps de faire mieux, plus réaliste, j'ai pas de graphiste sous la main. Alors, c'est une représentation exagérée d'un bouton poussoir. Ici, vous avez en fait les contacts, donc la broche d'entrée de l'interrupteur. Ici, par exemple, la broche de sortie. Et l'idée du bouton, c'est ici, lorsque vous allez appuyer sur le bouton, vous allez faire descendre cette lame métallique qui va venir faire contact entre les deux broches et permettre au courant de passer d'un contact à l'autre. Donc là, le bouton est ouvert, normalement ouvert, je n'appuie pas dessus, donc le courant ne peut pas sauter d'un contact à l'autre, et lorsque j'appuie sur le bouton, je ferme le contact et je vais faire passer le courant ou plus exactement permettre un transfert de potentiel d'un côté à l'autre. Donc voilà, ça c'est le cas idéal, vous voyez que le contact se ferme parfaitement entre les deux
entre les deux broches. Mais en réalité, il faut imaginer qu'à l'échelle électrique, eh bien, la partie mécanique en fait est très élastique. Les contacts sont élastiques, la lame métallique elle-même est un petit peu élastique comme du caoutchouc. Vous imaginez une barre géante qui va descendre, s'abattre sur des petits contacts. Et la situation réelle, eh bien, c'est plutôt quelque chose comme ça. La lame en fait va rebondir sur les contacts ici, et vous voyez, eh bien, on n'a pas un seul contact franc, en fait, on en a plusieurs, 1, 2, 3, ici, dans ce cas-là. Alors que vous appuyez fermement sur le bouton poussoir, vous pouvez y appuyer très fort, eh bien, l'élasticité des matériaux, alors bien sûr, c'est lié à la qualité du bouton, à sa conception. Il y a des boutons qui sont plus ou moins sensibles au phénomène. Mais vous voyez que 1, 2, 3 ici contact qui fait que on va déclencher plusieurs interruptions. Par exemple, si on est en falling, ici on a donc d'un côté on a nos 5 volts. Je vais fermer. Donc on va avoir 0 volt qui va s'appliquer sur toute la ligne, mais comme j'ai plusieurs rebonds, plusieurs contacts, le falling va se déclencher plusieurs fois, on va avoir plusieurs interruptions qui vont se déclencher. Alors dans certains programmes, ça ne pose pas problème, ici pour allumer la diode, écoutez, elle va clignoter, mais ça va être tellement rapide qu'on ne va pas le voir. Mais si par exemple vous utilisez un bouton pour compter des impulsions, donc à chaque fois que quelqu'un appuie sur le bouton, vous voulez compter une unité, là le problème c'est que vous déclenchez 3 interruptions et donc vous allez compter 3 coups au lieu d'un seul. Donc ce phénomène de rebond, c'est quelque chose qui arrive en réalité, c'est pas un cas théorique. Donc ici j'ai récupéré un affichage d'oscilloscope, un oscilloscope donc qui permet de mesurer au cours du temps la tension de la broche qui nous intéresse. Donc ici vous voyez qu'on a le 5 volts ici et 0 volts ici. Alors peu importe l'échelle qui est indiquée, c'est pas ce qui est important. Donc ici c'est exactement l'instant où on appuie sur le bouton. Et si le bouton était parfait, on aurait ce profil-là de tension, on aurait un contact franc et on passerait instantanément une seule fois de 5 volts à 0 volts. Le problème, c'est qu'à cause des rebonds sur le côté élastique du bouton, fait que ces petits pics correspondent au rebond et on n'a pas un seul contact, on en a 1, 2, 3, 4, 5 ici, qui vont chacune déclencher une interruption. Donc on va avoir, si on est en falling par exemple, en front descendant, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 interruptions qui vont se déclencher. Donc si on fait du comptage, pour un appui sur le bouton, on va compter 6 impulsions, 6 unités. Donc ce qui pose problème, notre programme ne va pas marcher correctement. Alors dans le simulateur, vous n'avez pas le souci, je ne pense pas qu'ils aient intégré les rebonds, les contacts sont parfaits, mais dans un vrai projet Arduino, c'est quelque chose qui existe. Je vous en parle. Alors il y a des techniques pour dans l'ISR traiter les rebonds. Je ne vais pas vous montrer ça tout de suite ici, il faudrait refaire encore une autre vidéo. Peut-être qu'on le verra un jour si on en a vraiment utilité. Mais voilà, je voulais vous en parler pour être complet, ce problème d'anti-rebond pour faire disparaître ces pics, mais qui sont liés à la mécanique du bouton en elle-même. Il y a peu de choses, il y a très peu de choses à faire à notre niveau et la seule chose qu'on peut faire, c'est dans le programme essayer de les faire disparaître. Voilà, donc on va s'arrêter là pour les interruptions. J'espère que ça a été clair, que j'ai été complet. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo dans le monde d'Arduino. Ciao!